Votre Excellence, Monseigneur Vincenzo Zani, secrétaire de la Congrégation pour l'éducation catholique du Vatican, Père Boutros Hazar, secrétaire général d'enseignement catholique du Liban, Monsieur Louis-Marie Piron, représentant du secrétaire général du secrétariat général de l'enseignement catholique de France, Mère Marie-Antoinette Sadé, mère supérieure des Sœurs Maronites de la Charité, Maître Hadi Rachid, avocat du secrétaire général d'enseignement catholique, Madame Nour Kizi, représentante de l'OIEC au sein de l'UNESCO, chers amis qui êtes présents sur ce webinaire, nombreux depuis l'Australie, le Liban, la France, l'Italie et bien d'autres pays. Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements les plus vifs à vous, Monseigneur Zani, pour avoir accepté de participer à ce webinaire. Votre présence, évidemment, est un encouragement fort pour les écoles catholiques du Liban, en proie à une situation dramatique. Merci également à chacun d'entre vous d'avoir pris sur son temps précieux pour être avec nous ce matin. Vous allez nous aider à mieux comprendre la situation difficile que traverse le Liban, d'une part, et par voie de conséquence, les écoles confessionnelles et catholiques de ce beau pays que nous aimons tant. Comme vous le savez, le Liban traverse depuis plusieurs mois une triple crise. Tout d'abord, une crise économique et financière sans précédent qui voit les conditions de vie de ses habitants se dégrader de jour en jour. Nous avons entendu à Genève le 10 juillet dernier les propos du haut-commissaire aux droits de l'homme qui expliquait que la situation devient rapidement incontrôlable, dit-il. Le pays a vu l'inflation et le taux de pauvreté exploser en quelques semaines et des Libanais parmi les plus vulnérables risquent de mourir de faim en raison de cette crise. Une crise politique ensuite sur fond de corruption et d'inertie des partis politiques et de la classe dirigeante à vouloir décider des réformes à mettre en place pour sauver le pays. Et enfin, une crise sanitaire que nous connaissons dans beaucoup de pays et qui ajoute une difficulté supplémentaire pour le Liban. Le cumul de ces trois crises agit fortement sur les écoles catholiques du Liban, déjà secouées fortement par l'adoption de la loi 46 et l'application de la nouvelle grille salariale qu'elle impose. Dans un article au titre cruel, L'Orient le Jour a annoncé que 80% des écoles catholiques allaient fermer si rien ne se passait d'ici la prochaine rentrée scolaire. Et nous y sommes. L'OIEC, Office international de l'enseignement catholique, au nom de la solidarité de l'ensemble des 210 000 écoles catholiques du monde, souhaite donc mettre en lumière cette cruelle situation, d'autant que les écoles catholiques au Liban ont toujours représenté un facteur de paix et d'unité sociale. C'est la raison pour laquelle, avec l'aide précieuse du secrétariat général d'enseignement catholique de la France, que je remercie ici, nous avons organisé ce webinaire qui sera enregistré et que nous pourrons diffuser dans nos réseaux afin de mieux organiser l'aide à apporter à ces écoles. Je vais tout d'abord donner la parole à Monseigneur Vincenzo Zani, qui malheureusement ne pourra pas rester avec nous pour la totalité de ce webinaire parce qu'il est pris par d'autres obligations au Vatican. Votre Excellence, je vous remercie et je vous donne la parole. Je remercie M. Philippe Richard et les organisateurs pour leur invitation et salue tous les participants ainsi que les représentants des organisations, hommes et femmes de bonne volonté qui travaillent sans cesse en vue d'un monde plus solidaire. Un salut plus particulier au Père Boutros Hazar, secrétaire général de l'enseignement catholique au Liban et coordinateur de l'OIEC pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, auquel va tout notre soutien en ce moment difficile de crise politique, financière et sanitaire. Chers amis, ma petite intervention aura pour titre « La solidarité, une complicité solidaire ». Dans son discours aux enseignants italiens, le pape François a mis l'accent sur l'importance de l'alliance éducative entre l'école et la famille. En effet, il dit que ce pacte éducatif a été rompu et que nous devons
à le rétablir. Et pour faire cela, je le cite, il faut favoriser une nouvelle complicité. Je suis conscient de l'utilisation de ce mot, souligné le Saint-Père, une nouvelle complicité entre enseignants et parents, en créant ainsi une plus grande solidarité, une complicité solidaire. Fin de la citation. C'est dans cette perspective que le pape François a voulu promouvoir un événement mondial qui aura pour thème reconstruire le pacte éducatif mondial, originellement prévu pour le 14 mai dernier, puis reporté à une date ultérieure. En attendant de pouvoir le célébrer, une rencontre télématique internationale se tiendra le 15 octobre prochain. La rencontre pour reconstruire le pacte éducatif mondial, dit le Saint-Père, ravivera l'engagement pour et avec les jeunes générations en renouvelant la passion d'une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d'une écoute patiente, d'un dialogue constructif et d'une compréhension mutuelle. De la sorte, il se place dans la continuité du Concile Vatican II qui, dans sa déclaration Gravissimum Educationis sur l'éducation chrétienne, au numéro 12, insiste sur l'importance de la coopération entre les institutions éducatives de l'Église au niveau national et international. Dans son appel, dans son attention paternelle, le pape François, en diverses occasions, s'est tourné vers le Liban, qui traverse actuellement une profonde crise à plusieurs niveaux, en invitant tout le monde à rechercher de bonnes solutions grâce au dialogue. Il a aussi pris la Vierge Marie, reine du Liban, pour que, avec le soutien de la communauté internationale, ce pays continue à être un espace de coexistence pacifique et de respect de la dignité et la liberté de chaque personne au profit de toute la région moyenne-orientale qui en souffre beaucoup. Sa parole n'est pas restée muette. Elle s'est transformée en un don de la somme de 200 000 $ américains pour attribuer 400 bourses d'études dans l'espoir qu'une alliance de solidarité puisse se réaliser et en formant le vœu que tous les acteurs nationaux et internationaux poursuivent de manière responsable la recherche du bien commun en surmontant toute division et tout intérêt partisan. En donnant ainsi le bon exemple, le Saint-Père nous invite à appliquer le pacte éducatif non seulement comme union de force entre agents responsables de l'éducation des générations futures, mais aussi à traduire cette solidarité au plan économique, ce qui est indispensable pour que les institutions éducatives de l'Église puissent survivre et témoigner par leur présence de leur identité et de leur mission. En effet, l'éducation dans les écoles catholiques s'inscrit dans l'activité missionnaire de l'Église. Elle doit se réaliser selon un mouvement d'équipe qui n'est jamais l'action d'une seule personne ou d'une seule institution, mais un jeu harmonieux entre plusieurs intervenants. L'ecclésialité de l'école catholique, dit le document de la Congrégation pour l'éducation catholique sur les écoles catholiques au seuil du 3e millénaire, l'ecclésialité de l'école catholique est inscrite dans le cœur même de son identité d'institution scolaire. Elle est un vrai sujet ecclésial en raison de son action scolaire dans laquelle la foi, la culture et la vie se fondent en harmonie.
Ce mouvement entre centre et périphérie caractérisait déjà la vie de l'Église primitive, tant et si bien que Saint Paul a apporté à Jérusalem l'aide matérielle recueillie auprès des églises de la diaspora en faveur de celle de Jérusalem. La solidarité que nous recherchons aujourd'hui auprès de bienfaiteurs pour l'enseignement catholique au Liban s'inscrit dans le caractère ecclésial de l'école. Même si le terme solidarité est parfois un peu usé ou mal interprété, comme le fait remarquer le Saint-Père dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, ce terme demande de créer une nouvelle mentalité qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation de biens par quelques-uns. Cette nouvelle mentalité nous aidera à percevoir le monde avec les yeux de Jésus, qui, lorsqu'il a vu les gens qui les suivaient, a deviné qu'ils avaient faim et a demandé à ses disciples de leur donner à manger. Ces convictions et pratiques de solidarité, quand elles prennent chair, ouvrent la route à d'autres transformations structurelles et les rendent possibles. Fin de citation de Evangelii Gaudium. Notre espoir est que cette solidarité fraternelle puisse aider les familles et les écoles, privées de toute subvention publique et relayant leurs efforts financiers, et qu'elle devienne cette transformation structurelle voulue par le pape. Chers amis, la personne humaine, créée à l'image de Dieu, est appelée à mûrir et à se sanctifier dans la mesure où elle entre en relation avec les autres et avec toutes les créatures. C'est pour cela qu'elle assume dans sa propre existence, je cite la Laudato Si, ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié et cela nous invite à mûrir une spiritualité de solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Laudato Si 240. Cherchons ensemble à trouver des solutions et surtout à lancer sans aucune crainte des processus de transformation et à regarder l'avenir avec espérance. Je vous invite, chers amis, comme dans une équipe, à prendre part, chacun selon le don qu'il a reçu et le charisme qu'il exerce, à répondre à l'appel des pauvres qui crient vers Dieu. Cette solidarité doit aussi être reconnue par l'État, à travers la législation, comme un bien incontournable de l'éducation et la société civile, à travers ses lois, doit soutenir la liberté religieuse et l'identité des institutions scolaires. En réitérant mes vœux pour une collaboration fructueuse, j'invite chacun de vous, en reprenant les paroles du Saint-Père, je cite, à être protagoniste de cette alliance, j'ajouterai alliance de solidarité pour l'éducation, en prenant un engagement personnel et communautaire pour cultiver ensemble le rêve d'un humanisme solidaire répondant aux attentes de l'homme et aux desseins de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, un grand merci à tout le monde et bon travail. Bonne journée. Merci beaucoup, Votre Excellence, pour ces propos forts qui vont nous aider beaucoup et qui vont certainement participer au développement de la solidarité envers les écoles catholiques du Liban. Je donne maintenant la parole au Père Boutros Hazar, qui est le secrétaire général des écoles catholiques du Liban. Cher Père Boutros, Abouna Boutros, la parole est à vous maintenant.
Bonjour à tout le monde. Excellence, je vous remercie pour cette intervention très riche et très paternelle en même temps. Et espérons bien qu'on va travailler pour la solidarité entre toutes les composantes de la famille éducative pour sauver les écoles du Liban. C'est au nom des écoles catholiques du Liban que je vous remercie pour toutes vos interventions en faveur de leur soutien et leur pérennité. Je vous remercie, cher Philippe, secrétaire général de l'enseignement catholique. Je vous remercie, Louis-Marie Piron, pour ce webinaire que vous avez organisé pour soutenir nos écoles catholiques. Chers amis, la gravissime crise économique et sanitaire se reflète drastiquement sur nos écoles catholiques privées qui ne sont aucunement aidées ou subventionnées par l'État. Seulement les écoles privées catholiques gratuites sont aidées partiellement par l'État, mais depuis 2015-2016, nous n'avons pas reçu aucun sou. Les parents ont du mal à payer le collage de leurs enfants et de conséquent, les directions se trouvent devant une impasse financière. Elles risquent de ne pas payer les salaires des enseignants et ils n'ont pas payé tous les salaires des enseignants et des employés aussi. À partir de mois, nous avons commencé à faire ça depuis le mois de décembre. Que faire? Comment agir? D'où assurer les ressources financières? En ce moment fort critique de notre existence, nous avons besoin du soutien de nos amis. Veillez avec nous et priez pour que nous n'entrions pas dans la tentation du désespoir. Nos forces sont épuisées et nous sommes ballottés par les vagues qui heurtent notre barque de toutes parts. Soyez notre voix dans les assemblées officielles et publiques. Portez notre cri aux oreilles des bienfaiteurs et défenseurs de la cause de l'éducation. Je vous remercie beaucoup pour nous aider à maintenir la flamme de cette espérance nouvelle pour le Liban. Les chrétiens du Liban et nos institutions éducatives sont en train de payer le prix des conflits régionaux et internationaux et, comme a dit Philippe, le prix de la corruption. Et pour cela, nous nous trouvons en grand danger. Le soutien de tous nos amis nous est très précieux pour passer le cap avec le moins de dégâts possible. Au nom de 329 écoles catholiques, de 188 000 apprenants et apprenantes, de 17 000 enseignants et enseignantes, de 5 500 personnes qui représentent les corps administratifs et les employés, au nom du secrétariat général pour l'enseignement catholique au Liban, je vous remercie. Encore une fois, un grand merci pour votre engagement à nos côtés. Et merci. Shukran, Abouna Boutros, merci beaucoup. Vous pourrez toujours compter sur la grande solidarité de la famille des écoles catholiques et de l'éducation catholique en faveur du Liban, comme nous le faisons aussi pour tous les autres pays qui souffrent beaucoup de la crise et de la crise sanitaire. On va bousculer l'ordre du jour, c'est pas grave. Je vais donner la parole à Monsieur Louis-Marie Piron, qui est le représentant du secrétaire général des écoles catholiques de France, l'enseignement catholique pour la France, et qui suit de manière très particulière, très attentive et en tout cas avec beaucoup d'affection aussi la situation du Liban.
Et il voyage très souvent dans ce pays, il connaît particulièrement bien le Liban et il est vraiment l'interface entre le Liban et la France pour tout ce qui concerne l'enseignement catholique. Alors, je donne la parole à Louis-Marie Piron. Merci Philippe, j'espère que vous m'entendez. Oui. Parfaitement. Bon. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce webinaire, l'OIEC, Philippe Richard, sur le pluralisme éducatif dans un Liban menacé. Le titre est évocateur et le titre nous fait trembler et provoque une émotion d'avoir dans la même phrase le mot Liban est menacé. Effectivement, comme Philippe Richard l'a indiqué, l'enseignement catholique de France entretient depuis de très très longues années des relations privilégiées avec les écoles catholiques du Liban. Cette relation bilatérale, comme celle que nous avons avec d'autres pays, s'inscrit dans le cadre de notre engagement au sein de l'Office international de l'enseignement catholique et de la coopération entre les différents pays qui ont un réseau d'éducation catholique, coopération qui nous semble indispensable pour que nos enfants, nos jeunes, dans nos établissements, puissent grandir dans un monde qu'ils vont être amenés à construire et dont il faut qu'ils mesurent l'étendue. Les liens que l'on a avec le Liban se sont renforcés ces dernières années. Et cela s'est concrétisé par la signature d'une convention de partenariat entre les deux secrétariats nationaux, français et libanais, signature qui a eu lieu en septembre 2012 à l'occasion du congrès de rentrée des chefs d'établissement de l'enseignement catholique. Cette convention est active, ce n'est pas simplement une signature sur un bout de papier, et elle se concrétise de plusieurs façons, entre autres par la mise en place de projets communs au niveau de nos structures nationales, comme des interventions croisées lors de colloques ou de séminaires auxquels des intervenants français d'un côté, libanais de l'autre, peuvent échanger et peuvent intervenir. Elle se concrétise aussi par le travail en commun que nous avons sur des préoccupations partagées, par exemple la sécularisation de l'encadrement dans les établissements. Comment est-ce que l'on gère le fait, comment est-ce que l'on accompagne le fait qu'il y a de plus en plus de laïcs qui prennent des responsabilités dans les établissements. Autre sujet sur lequel nous travaillons, la formation des cadres chefs d'établissement et adjoints. Comment cette formation peut être optimum pour les chefs d'établissement que nous avons à préparer pour prendre des responsabilités demain. Mais cette convention se concrétise surtout par le développement de partenariats entre établissements. Il y a plusieurs dizaines de ces partenariats qui sont effectifs, avec entre autres, quand c'est possible, et nous le souhaitons, des échanges entre élèves, pour que les élèves, les professeurs, mais les élèves en particulier, se rencontrent. Nous sommes très attachés à ces partenariats entre établissements et à ces échanges d'élèves, parce que d'abord, ils nous apprennent, nous Français, ils nous apprennent beaucoup sur le multilinguisme. Ensuite, ils nous questionnent sur le dialogue interculturel et interreligieux. Et enfin et surtout, ils nous rappellent en nous démontrant que le rôle de l'école catholique, partout dans le monde, est d'accueillir tous les élèves, quelles que soient leurs origines et leurs croyances, accueillir tous les élèves en les rassemblant autour d'un projet chrétien qui prend en compte l'apprentissage du vivre ensemble, mais aussi la qualité éducative. Alors aujourd'hui, nous sommes particulièrement atterrés par les témoignages que nous recevons régulièrement des écoles catholiques du Liban et de leurs responsables. Nous ne pouvons concevoir qu'elles soient menacées à ce point, nous ne pouvons imaginer qu'elles puissent être amenées à disparaître quand on sait ce qu'elles représentent pour toute la population et la société libanaise. Mais la sidération passée, nous cherchons des solutions. Nous cherchons des solutions pour venir en aide et ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que nous sommes à la recherche de solutions à travers des échanges avec les responsables des écoles catholiques du Liban, mais aussi avec les autorités françaises. Notre présence auprès des écoles catholiques menacées se traduit par plusieurs aspects. Tout d'abord, il y a un aspect qui est extrêmement important et qui se passe en France, qui est un aspect de sensibilisation. Cela prend plusieurs formes. D'abord, l'interpellation de nos responsables politiques, interpellation que le secrétariat général de l'enseignement catholique a faite, en lien et de façon concomitante avec d'autres organisations telles que la COFAEC, la Confédération française des anciens élèves de l'enseignement catholique,
dont le président Laurent Grégoire, je crois, est présent à ce webinaire et dont je peux garantir et attester de l'engagement au service de la cause des écoles catholiques du Liban. En ce qui nous concerne, nous avons contacté personnellement le groupe d'amitié France-Liban de l'Assemblée nationale via son président, le député Loïc Kervran, et le groupe d'amitié France-Liban au Sénat via sa présidente, la sénatrice Christine Lavarde. Ces deux personnes et ces deux groupes d'amitié nous ont manifesté leurs préoccupations, nous ont fait part de leurs préoccupations et de leur volonté d'agir. D'ailleurs, le 17 juin dernier, 32 députés français ont écrit au ministre des Affaires étrangères pour lui demander le déblocage d'une enveloppe de plusieurs millions d'euros afin d'aider les établissements catholiques homologués. Il y en a une cinquantaine au Liban, dont 28 sont des établissements chrétiens. Deuxième façon de sensibiliser, bien sûr, c'est la mobilisation de notre réseau, du réseau des écoles catholiques en France, et en particulier la mobilisation des établissements qui ont un partenariat avec un établissement catholique au Liban. On en compte une trentaine à peu près qui sont plus ou moins actifs selon l'histoire et selon les possibilités. Et nous avons demandé à ces établissements de se manifester auprès de leurs partenaires libanais pour leur apporter un soutien, un signe d'amitié, d'encouragement, et si c'était possible, d'apporter une aide à définir entre eux. La troisième façon de sensibiliser, c'est la participation à des événements comme ce webinaire ou comme d'autres événements qui ont lieu ici ou là, ou que nous provoquons de façon à présenter la situation des écoles catholiques au Liban et la menace que représente le contexte actuel. Et de jour en jour, on constate une augmentation de la mobilisation des Français. On le voit particulièrement chez ceux qui sont attachés au Liban. On le voit de plus en plus par des activités sur les réseaux sociaux. Et on le voit pour des activités qui augmentent et qui invitent au soutien des écoles catholiques du Liban. Alors la sensibilisation, c'est important, mais ce qui est important aussi, c'est de trouver le moyen d'aider matériellement et financièrement. À ce titre-là, l'enseignement catholique français soutient le comité de sauvegarde des écoles catholiques du Liban qui a été créé par l'œuvre d'Orient, par la Fondation Raoul Follereau et l'Institut européen de coopération et de développement. Ce comité propose une action ciblée qui peut apparaître comme une goutte d'eau, mais qui est la manifestation d'une solidarité et d'une coopération. Cette activité, cette action consiste à collecter de l'argent en France auprès de grands donateurs et de particuliers pour venir en aide à des écoles catholiques qui sont particulièrement menacées. Alors même si nous avons conscience que cette démarche ne sera pas suffisante pour régler la question, c'est au moins une piste, une solution que l'on peut proposer. Et si certains Français sont intéressés ou souhaitent faire des dons pour aider le Liban, eh bien ils peuvent s'adresser à l'œuvre d'Orient ou à la Fondation Raoul Follereau. Dans le domaine du soutien financier, nous avons aussi reçu avec un certain plaisir, une certaine joie, l'annonce du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de la mise en place de 3 dispositifs de soutien aux écoles catholiques du Liban. Ce sont des annonces, je les relaye simplement ici. D'abord, une aide aux familles françaises et libanaises dont les enfants sont scolarisés dans des écoles francophones. Ensuite, une aide aux établissements homologués par l'Éducation nationale française. Je rappelle qu'il y en a 50 au Liban, dont 28 qui sont chrétiennes. Et enfin, et c'est surtout ça qui va être intéressant sur le long terme, la création d'un fonds pour les écoles chrétiennes francophones. Ce fonds qui avait été annoncé par le président Macron en janvier dernier lors de son déplacement à Jérusalem. Ce fonds qui est appelé Initiative Personas, du nom du rédacteur du rapport qui en présentait la nécessité, sera destiné à aider les écoles chrétiennes au Moyen-Orient, écoles chrétiennes qui soutiennent et développent la francophonie. Alors bien sûr, les écoles catholiques du Liban en font partie, mais on voit bien que ce fonds ne sera pas destiné uniquement au Liban, il sera plus large. Nous ne savons pas si ces engagements suffiront, mais nous espérons qu'ils apporteront un soutien, qu'ils participeront à trouver des solutions, parce que nous souhaitons tous que la crise que vit le Liban aujourd'hui se résorbe le plus vite possible. Et s'il est vrai qu'un soutien de l'extérieur est indispensable pour en sortir, il semble évident aussi qu'une évolution du fonctionnement économique et politique du Liban est certainement nécessaire. Nous savons que c'est une voie difficile, nous savons qu'elle appartient aux Libanais,
et nous leur souhaitons beaucoup de courage et de détermination dans cette voie qui est leur part dans la sortie de crise. Mais quand cette crise sera en phase d'être passée, tout ne sera pas réglé pour autant. Vous savez, on a l'habitude de voir dans le monde des crises se succéder et une nouvelle crise qui arrive chasse et fait oublier ce qui s'est passé juste avant ailleurs. Il y aura des étapes de reconstruction au cours desquelles il ne faudra pas oublier le Liban. Et pour ce qui nous concerne, nous serons toujours aux côtés des écoles catholiques du Liban pour travailler avec elles à construire un édifice éducatif solide pour tous nos élèves. Cet édifice éducatif, on ne peut pas le construire isolément. Chaque pays serait refermé sur lui-même, ça ne marcherait pas dans le contexte de mondialisation dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, il nous faut travailler ensemble dans un esprit de solidarité, de coopération, je reprends les termes de Monseigneur Zani, pour que nos enfants et nos jeunes qui nous sont confiés comprennent le monde dans lequel ils sont appelés à vivre et dans lequel ils sont appelés à vivre ensemble. En conclusion, je dirais que, et pour en revenir à la situation qui nous préoccupe, nous allons suivre, nous l'enseignement catholique français, nous allons suivre de très près la mise en œuvre des engagements de la France et nous allons continuer la sensibilisation en faveur du soutien aux écoles catholiques libanaises par tous les moyens possibles. Voilà, je remercie encore les organisateurs de ce webinaire et j'assure l'ensemble des écoles catholiques libanaises ainsi que leurs responsables de la fidèle amitié de l'enseignement catholique de France. Merci bien. Merci beaucoup, Louis-Marie Piron. Merci aussi pour l'aide sans faille que l'enseignement catholique français, essentiellement par ta présence, mais pas seulement, met en œuvre. Je pense que c'est quelque chose qui va droit au cœur à tous nos amis libanais. Je vois avec plaisir que Mère Marie-Antoinette Saadé a pu nous rejoindre. Je suis très heureux de cela. Et je veux simplement vous souhaiter la bienvenue, Mère Marie-Antoinette, et maintenant vous donner la parole pour quelques minutes pour que vous puissiez nous aider à mieux comprendre cette crise qui secoue les écoles catholiques et aussi nous inviter à davantage de solidarité. Merci de votre patience. Je voulais juste vous dire que je suis la supérieure des sœurs de la Sainte Famille et non pas de la Charité, mais c'est pareil, c'est pareil. Voilà. Je voulais que mon intervention soit un petit peu pour comprendre un peu le rôle de l'école catholique dans le cadre de la crise libanaise. L'école catholique au Liban, c'est un microcosmos d'un pays à vocation. Lors de sa visite au pays du Cèdre en 1997, Saint Jean-Paul II a dit du Liban qu'il était plus qu'un pays, qu'il était un message. En effet, vous le connaissez bien, sa géographie, son histoire séculaire et le patchwork de sa population lui confèrent un statut spécial face à l'ensemble des pays arabes du Moyen-Orient. De par sa situation géographique, le Liban est un carrefour de rencontre entre l'Occident et l'Orient. Le Liban est une terre de mission, un pays à vocation, une terre de sainteté adjacente à la Terre Sainte, au pays de Jésus. Le Liban est un pays à vocation humaniste, sociale et spirituelle. L'école catholique au Liban, à l'image du pays, est un confluent de convivialité, un laboratoire de vivre ensemble. De par sa catholicité et de par sa mission intrinsèque, l'école catholique est le lieu de la pluralité et de la diversité où se rassemblent des apprenants, des enseignants et des parents de tous bords. Elle réunit sous son égide des enfants de toute appartenance et de toutes les confessions religieuses. À l'école, vivent ensemble dans le respect, l'entente et l'ouverture des enfants de toute classe sociale et de toute appartenance religieuse, sans distinction de religion ou de race. Le dialogue de la vie, que ce soit l'œcuménisme ainsi que le dialogue interreligieux, est naturellement au rendez-vous. Le Liban est en crise très aiguë, comme vous le savez et comme vous l'avez bien dit. Il est au bord de l'effondrement, pour ne pas dire qu'il est déjà complètement au fond du gouffre. 2020 aurait dû être une année jubilaire pour le premier centenaire du Grand Liban comme pays indépendant, libre et souverain. L'école catholique est un des 3 piliers constitutifs du Liban.
avec le secteur bancaire et le secteur de la santé. Avec l'effondrement de ces trois piliers, c'est le pays tout entier qui s'effondre. L'école constitue le garant, la sentinelle et la pérennité de l'unité dans la diversité contre le fondamentalisme islamiste et le sectarisme politique. C'est là, du nord au sud et dans les régions les plus reculées, se trouve nichée une école, des écoles, petites, moyennes et grandes, pour accueillir, enseigner et former à l'apprentissage des langues et des sciences, au savoir-vivre, aux valeurs humanistes et évangéliques, à l'art de la citoyenneté ouverte et respectueuse, comme c'est le cas pour la vocation du Liban lui-même. Sur le plan économique, l'école contribue au développement social et économique du village ou de la ville où elle se trouve. De par son rayonnement, elle permet à une multitude de personnes de vivre et de se développer, notamment le commerce, l'emploi, le brassage sociétal et bien sûr l'éducation et la culture. Une école dans un petit village fait vivre le village tout entier. L'enseignant, le libraire, le boulanger, le menuisier, le chauffeur du car, la station d'essence et même les oiseaux qui viennent ramasser les miettes dans la cour après la récréation de 10h ou de midi. L'école enracine les gens dans leur village et empêche leur émigration vers les villes où la vie est encore plus difficile à tenir, sans parler de la pollution de l'air. Les écoles catholiques sont indispensables au Liban. Elles sont au nombre de 329 écoles, comme ça a été dit, de toutes catégories, étalées du sud au nord, de l'est à l'ouest du pays. Elles sont soit diocésaines, soit appartenant aux congrégations religieuses. Ces écoles rendent un service énorme au pays et souvent, pour ne pas dire toujours, à la place de l'État libanais, là où ce dernier est déficient. Ces écoles aujourd'hui, de par la situation économique désastreuse, se trouvent en grande souffrance et sont pour la grande majorité en voie de fermeture, comme ça a été dit. La fermeture de ces écoles met sérieusement en péril la société qui vit autour de l'école et bien de l'école elle-même, qui est un vecteur de développement économique et sociétal, ainsi qu'un lieu de vie au vrai sens du mot. La citation attribuée à Victor Hugo, ouvrir une école, c'est fermer une prison, sera inversée chez nous. Fermer donc une école, c'est ouvrir une prison. Ou bien ouvrir toutes grandes les portes de l'émigration, surtout de la communauté chrétienne. Ainsi, le dernier bastion d'un pays ouvert et pluriel serait en voie d'extinction en Orient. Malheureusement, ce à quoi nous sommes acculés aujourd'hui, faute de politique éducative, financière et économique qui puisse aider et soutenir ces petites écoles rurales et des périphéries au Liban. Le 19 mai, en tant que président du bureau des supérieurs majeurs, avec le président des supérieurs majeurs hommes, nous avions adressé au président de la République une lettre ouverte, un cri d'alarme et un ultimatum face à l'indifférence et à l'inertie dont témoigne l'État vis-à-vis du secteur privé de l'éducation, le mettant devant ses responsabilités. Ensuite, nous avons créé un lobbying en multipliant les initiatives médiatiques et des réseaux de relations interpersonnelles auprès des personnes influentes pour plaider la cause des écoles qui constituent 70% du secteur de l'éducation dans le pays. Plusieurs démarches ont été mises en place pour proposer des lois et obliger l'État à tenir compte des droits de chaque enfant citoyen apprenant dans le secteur privé à l'instar du secteur public, comme le souligne la Constitution libanaise. Nous savons très bien par ailleurs que l'État libanais est déficitaire. Il croule sous les dettes et pour cause de corruption et de malversation de la part des hommes politiques. Et par conséquent, nous ne pouvons rien attendre de lui, mais nous avons voulu le mettre devant ses responsabilités. Nous continuerons notre lutte interne et espérons que certains projets de loi pourraient un jour, une fois adoptés, être efficients. Il y a eu des initiatives de la part du gouvernement français pour les écoles homologuées et de la part des organismes caritatifs tels que l'œuvre d'Orient, Raoul Follereau, IECD et autres qui cherchent à aider. Nous les remercions tous pour leur mobilisation en faveur des chrétiens du Liban et notamment des écoles catholiques
qui travaillent à la promotion de personnes, à la promotion de la personne humaine et du dialogue, de l'ouverture et de la culture et du bien commun. Cela dit, nous sommes bien loin de répondre à l'ensemble des besoins pour sauver les écoles catholiques. Mais comme on dit chez nous, un caillou peut soutenir une cuve. Je vous remercie. Un immense merci, Mère Marie-Antoinette, pour votre témoignage qui est très impressionnant. Et à travers ce que vous étiez en train de nous dire, je me rappelais lors du dernier colloque qui avait lieu à Beyrouth, où se trouvaient des centaines peut-être de personnes représentant des écoles catholiques du Liban. Et je voyais le visage de chacune dans toute l'anxiété qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et je vous remercie vraiment d'avoir eu ce témoignage, parce qu'à travers vous, c'est aussi des centaines de responsables d'écoles, des enseignants, des congrégations qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur l'avenir. Merci beaucoup, Mère Marie-Antoinette. Je voulais dire, juste cet après-midi, nous avons une rencontre avec toutes les supérieures générales du Liban, justement pour essayer de voir un peu l'avenir, de voir comment on va affronter l'année qui vient, 2021. Et donc, voilà, juste pour vous dire que nous continuons, malgré tout, à chercher. Nous serons de tout cœur avec vous et nous espérons que l'Esprit va souffler sur cette rencontre et que Notre-Dame du Liban vous aidera aussi. Je vais maintenant donner la parole par un biais technique un petit peu compliqué, mais tant pis, c'est important quand même d'entendre Maître Hadi Rached. Je pense qu'on va la voir par l'intermédiaire de WhatsApp. C'est un peu compliqué, mais c'est surtout important qu'on l'entende. Bonjour tout le monde. Je regrette énormément pour ce problème technique. Ça fait 2 heures qu'il nous prend dans ses manœuvres. Et j'entre tout de suite dans le vif du sujet. Très révérends pères et sœurs, mesdames et messieurs, l'enseignement est libre tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs et qu'il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictées par l'État. C'est l'article 10 de la Constitution libanaise. Il constitue la pierre angulaire du système éducatif libanais, basé sur 2 principes majeurs et immuables depuis bientôt 100 ans, et je dirais maintenant 400 ans. Je voudrais signaler sa liberté et sa diversité. Les racines de ces 2 principes remontent à la législation ottomane, qui s'étendait de la Turquie actuelle jusqu'à l'Afrique du Nord, et où, malgré l'emprise de cet empire ottoman, on a vu dès le XVIIe siècle des missionnaires qui ont rempli un rôle essentiel dans l'éducation et la modernisation du Moyen-Orient. Toutes les confessions en profitèrent, et des élites chrétiennes et musulmanes virent-elles ainsi le jour. Concomitamment avec la fondation depuis 1866 et 1875 des 2 premières universités du Liban et du Moyen-Orient, l'université américaine et l'université Saint-Joseph des Pères jésuites. Tout cela a été précédé par la création de nombreuses écoles missionnaires catholiques et protestantes, mais aussi celles des Makasset musulmanes, qui essaimèrent dans la montagne libanaise et à Beyrouth. Si le premier alinéa de l'article 10 pose le principe de la liberté de l'enseignement, le deuxième alinéa porte en lui un germe de discorde qui s'est amplifié durant les 3 dernières décennies, notamment au niveau de l'interprétation de la phrase sous réserve des prescriptions générales sur l'instruction publique édictée par l'État. En effet, le législateur, en essayant d'intervenir tant bien que mal
au niveau de l'instruction publique, s'est arrogé le droit de lui arrimer, j'utilise bien le arrimer, c'est un terme de navigation, de lui arrimer le secteur privé à travers divers textes de loi. Et cela par un petit article en fin du texte législatif où il y a la mauvaise habitude de légiférer comme suit. On met une loi d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine d'articles et à la fin on dit les dispositions de cette loi s'appliquent sur les écoles privées. Il va sentir que les dispositions applicables au secteur public peuvent ne pas être à chaque fois applicables au secteur privé, qui n'a pas les mêmes budgets, les mêmes infrastructures, les mêmes besoins et les mêmes qualifications que ce secteur public. Et c'est ainsi, à titre du dernier exemple, de l'État, sous la pression des manifestations, s'est vu dans l'obligation d'octroyer une nouvelle grille des salaires pour le secteur public qu'il a automatiquement appliquée sur les écoles privées, entraînant presque immédiatement la déconfiture de l'État, la dépréciation phénoménale de sa monnaie et une crise sans précédent pour le secteur privé. Le temps n'est peut-être plus propice à la lamentation, quoique les écoles catholiques, vaillamment représentées par le secrétariat général, avaient à maintes reprises mis en garde contre l'application des salaires et avaient milité pour cela devant toutes les instances, à partir du sommet de l'État jusqu'aux parlementaires et aux décideurs en la matière. Le père Boutros Azar et moi-même, nous étions à bras le corps dans cette bataille. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il a fallu ajouter à la crise économique une crise sans précédent du secteur bancaire et l'arrivée sur planète Terre du nouveau coronavirus qui a figé les êtres humains et leurs activités. La chute a été vertigineuse. Et comme le gouffre est sans fond jusqu'à cet instant, il est donc impossible de quantifier aujourd'hui exactement les dommages et de faire un bilan des pertes afin d'établir le cas échéant un plan de redressement. Mais tout en continuant notre chute, les premières constatations sont là. Des milliers de familles sont passées sous le seuil de pauvreté. Des milliers d'élèves ne pourront rejoindre leurs écoles dès la rentrée de septembre. Des milliers de demandeurs d'immigration s'entassent devant les consulats. Le système éducatif public, déjà fortement ébranlé, ne pourra prendre en charge les étudiants, quoique la loi libanaise stipule le droit à l'enseignement pour tous. Le cri alarmé et alarmant de la semaine dernière du ministre de l'Éducation nationale ne fait que refléter cette situation sans pour autant donner de solution. Devant cette situation où nous ne croyons plus au système en place, plusieurs démarches sont à entreprendre afin de résister et éventuellement sortir de cette crise. Donc, 1. Rendre immédiatement à l'enseignement privé sa liberté, telle que consacrée par la Constitution. Car de cette liberté rejaillira la renaissance du Liban, à l'instar de la renaissance faite durant des siècles d'éducation dans le secteur privé. 2. L'application immédiate de la législation en vigueur concernant la participation de l'État au budget des écoles semi-gratuites, ainsi que la création d'un fonds immédiat pour la prise en charge des étudiants à l'instar du fonds créé en début de la guerre de 1975. 3. L'application immédiate de la loi sur le droit à l'éducation pour tous, surtout dans les secteurs primaires et secondaires. 4. La refonte de la loi de 1956 sur les écoles privées, avec une plus grande transparence du système basé sur l'entrepreneuriat privé, avec une plus grande équité quant à l'accès aux tribunaux et de ce fait même à la justice. 5. Et enfin, avant de terminer, toute aide extérieure
sera salvatrice dans la mesure où elle contribuera à la résistance des plus démunis. Peut-être un système de bourse ou de parrainage s'il y a impossibilité d'une aide directe. Enfin, je termine pour ne pas être très long. Si les systèmes économiques évoluent par vagues et figures géométriques, je pense notamment à l'hyperbole qui a un fond, une certitude en découlera. Après chaque descente, une remontée. Le tout sera d'être toujours debout pour assurer cette remontée. Le Liban a besoin de chacun pour sa reconstruction. Soyons présents et passons à l'action. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai mis ce petit mot par WhatsApp, devant Père Boutros Azar, qui pourra vous l'envoyer si besoin est. Et je souhaite le bien-être pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître, pour votre combat qui est sans faille et argumenté et qui, j'espère, est à la mesure de la crise que traverse ce pays. Et nous comptons beaucoup sur vous. Je pense que les écoles catholiques du Liban comptent beaucoup sur vous. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer maintenant en donnant la parole à Nour Kilzi, qui est la représentante de l'OIEC auprès de l'UNESCO à Paris, et qui va nous donner quelques informations par rapport à la situation du Liban au regard du droit international et notamment des principes de pluralisme et de liberté de l'enseignement. Parce que nous avons aussi à mener un combat dans les organisations internationales. C'est au sein des organisations internationales où l'OIEC est représenté et où l'OIEC représente l'ensemble des écoles catholiques du monde que nous avons apporté aussi ces situations de crise qui concernent, au-delà du Liban, la mise en œuvre du droit à l'éducation pour tous. Alors, Nour Kilzi, merci beaucoup d'abord de représenter l'OIEC au sein des organisations internationales, au sein de l'UNESCO, et deuxièmement de bien vouloir maintenant prendre la parole pour terminer la première partie de ce webinaire. Bonjour et merci beaucoup et merci à toutes les interventions qui ont précédé. Et devant ces interventions, je pense que je présenterai modestement quelques réflexions qui partent, comme vous le dites, à partir des textes et des instruments internationaux. Donc, d'envisager l'importance de l'éducation pour tous et du pluralisme dans l'éducation à partir donc de ces instruments dont le Liban est signataire. Et donc, je commencerai par un rappel assez rapide de ces principes qui sont reconnus dans les instruments, qui sont essentiellement le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 dans son article 13, pertinemment les paragraphes 2, 3 et 4, la Convention internationale pour la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation dans son article 5.1b, ainsi que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dans ses articles 28 et 29. Donc, nous le savons que ces instruments imposent des obligations à leurs signataires, donc aux États, aux entités publiques. S'agissant pour l'éducation pour tous, il s'agit donc de fournir un enseignement gratuit et de qualité. Et s'agissant du pluralisme de l'éducation, il y a d'une part l'interdiction du monopole de l'éducation par l'État et d'autre part une obligation positive de soutenir l'enseignement privé afin de rendre possible sur le plan financier l'exercice pratique de ce droit. Ces principes formels sont reconnus dans tous les pays, mais bien sûr ne bénéficient pas toujours de la même application, et c'est là que la constatation de fait s'impose. Force est de reconnaître que même antérieurement à la crise, la situation de l'éducation au Liban n'était pas normale. L'État libanais est en faillite par rapport à ses obligations. Les chiffres que je vais utiliser remontent à une étude de 2009, donc même 10 ans avant la crise, quand le pays allait bien financièrement, la situation était en réel dysfonctionnement. Le coût global de l'éducation au Liban est sans doute le plus élevé du monde. Ça constitue 13,1% du PIB contre 5 à 7% dans le monde. Donc la gratuité de l'enseignement n'est pas du tout assurée parce que les dépenses privées sur l'éducation s'élèvent au Liban à 9,1% du PIB. Si on compare un peu avec la France ou les États-Unis, c'est 0,4% en France et 2,2% aux États-Unis. Donc l'État libanais fait vraiment défaut clairement à ses obligations. La taille du secteur privé constitue environ 66% du réseau scolaire, ce qui est énorme.
La question est tout autre, je pense, quant à l'importance du pluralisme de l'éducation, parce que la problématique se pose dans le monde d'une manière générale comme étant l'opposition entre la sphère publique et celle privée au regard de l'ampleur idéologique de la question. Mais au Liban, je pense que nous sommes tous d'accord que la problématique ne se pose pas en ces termes-là. Le public et le privé ne sont pas en concurrence. L'enseignement privé dépasse de loin l'enseignement public, que ce soit en quantité ou en qualité. Le rôle et la qualité de l'enseignement privé est reconnu même par la sphère publique elle-même. On peut jeter un regard sur les dépenses publiques sur l'éducation au Liban qui s'élèvent à 4,1% du PIB, mais notez juste que cela incorpore les allocations aux fonctionnaires, y compris aux enseignants du public, pour placer leurs enfants dans les institutions privées. Donc que l'État reconnaisse aux fonctionnaires un droit à une aide pour que leurs enfants suivent une formation dans les écoles privées, c'est un acquis au Liban, mais c'est révélateur de la reconnaissance des pouvoirs publics de leurs propres défaillances. Le coût que sont prêts les Libanais à supporter dans l'enseignement privé est lui aussi exorbitant. Donc le pluralisme de l'éducation, comme ça a été, et le rôle notamment des écoles catholiques dans le système éducatif libanais, comme cela a été souligné dans tous les témoignages et toutes les interventions, il est garanti par la constitution libanaise, par les instruments internationaux, et dans les faits, c'est un besoin ressenti. Mais aujourd'hui, la menace réelle, c'est qu'il n'a peut-être plus les moyens d'être réalisé. Mais cependant, le problème est encore plus grave parce que le risque de fermeture des écoles privées, en l'occurrence catholiques, intervient avec l'incapacité de l'enseignement public à recevoir les dizaines de milliers d'étudiants qui auront quitté ces écoles. Et là, le problème donc dépasse le seul pluralisme de l'éducation et touche au droit à l'éducation elle-même. En juin dernier, le Centre de recherche de développement pédagogique avait lancé son appel d'offres pour l'édition, la production et l'impression du livre scolaire. Et aucune maison d'édition n'avait participé à cause de l'impossibilité de prévoir les coûts d'une part, et vu que le papier et l'encre nécessaires à l'impression sont tous deux importés, et il n'est pas sûr qu'on puisse continuer à les importer d'autre part. Si je conclus la phase de la constatation des faits sur cet incident, c'est que la question me frappe. À cause du déficit de la balance de paiement et à cause de 30 années d'un système économique rentier dans lequel l'économie libanaise, nous, le peuple libanais, nous ne produisons presque rien, aujourd'hui et pour les années à venir, le papier et l'encre manquent. Bien sûr, il y aura des campagnes de solidarité qui auront lieu. La communauté catholique, dont notre participation aussi aujourd'hui va dans ce sens, les gouvernements étrangers, la communauté internationale, ainsi que la société civile dans le monde entier se mobiliseront pour aider. Et dans ce cadre-là, le papier, les crayons et les livres, ce sont les éléments les plus faciles à trouver et à envoyer. Mais c'est là que l'ampleur du problème se réalise devant moi. Comment est-on arrivé à ce que les questions en matière d'éducation, un domaine aussi crucial pour toute société, se transforment des questionnements profonds, tels que quelles valeurs, quelles compétences, quelles connaissances, quel homme de demain voulons-nous transmettre et former, de passer à ce type de questionnement à est-ce qu'on va trouver de l'encre et du papier? Ce n'est pas l'enseignement catholique qui est en crise, c'est tout l'enseignement au Liban et avec lui toute la société pour des décennies qui viennent. L'enjeu n'est pas moindre que cela. Je dis cela non pour être alarmiste ou désespéré. Le désespoir n'a pas de place pour celui qui croit, mais pour mieux discerner. On se mobilise aujourd'hui tous présents parce qu'on est responsable depuis nos missions professionnelles, mais surtout vocationnelles, et partant de notre foi concrétisée dans notre engagement sociétal. La crise actuelle nécessite certainement de débloquer des aides. Il y aura dans ce monde, et heureusement, des âmes chaleureuses pour soutenir, et donc aussi notre rencontre aujourd'hui est aussi cruciale en ce sens-là. Ces aides sont nécessaires et nous en sommes très reconnaissants. Mais simplement, la crise que nous affrontons aujourd'hui, si elle était due à une catastrophe naturelle, notre tâche aujourd'hui, je pense, se réduirait à la recherche d'aide et de solutions temporaires. Mais la crise d'aujourd'hui, c'est une crise économique, financière, politique qui n'est pas le résultat du hasard ni d'une catastrophe naturelle. Partant de là, je pense que notre rôle ne peut pas se limiter à la recherche d'aide. Telle une maladie, on ne peut pas se limiter à guérir les symptômes. Il faut s'attaquer à la maladie elle-même pour que ces symptômes ne reprennent pas. Il faut, dans nos réflexions, affronter le problème et les raisons qui le causent pour que ce système ne se reproduise pas. La crise que connaît le pays, c'est le résultat direct de la manière avec laquelle il a été géré pendant les 30 dernières années. Un État absent, défaillant à tous les niveaux. Les droits basiques ne sont pas octroyés si on ne passe pas par l'intermédiaire des chefs sectaires qui, pour la plupart, sont des anciens chefs de milice, ou on doit payer très cher le prix, comme par exemple l'éducation. Économiquement, le système ne produit rien, on finance nos importations par l'exportation de la population. Donc même l'éducation de qualité que nous offrons se traduit en pertes humaines pour la société. Ce système était insoutenable. La crise, c'est sa résultante directe et inévitable. Elle a été tellement ajournée que les pertes aujourd'hui sont si grandes.
Mais la crise, étymologiquement, c'est un moment de choix. Et le choix, c'est un mot plein de sens chrétiennement pour moi. Étant ancienne membre du mouvement eucharistique des jeunes qui suit la spiritualité ignatienne, la démarche du choix était au cœur de la vie spirituelle, cette démarche de relecture, de prière et de discernement. Et c'est un peu à la lumière de cette démarche que j'ai articulé ma réflexion et j'articulerai les quelques questionnements qui suivront. Avec beaucoup de personnes ici présentes ou ailleurs, quand on essaie de s'attaquer aux causes du problème, on arrive à la conclusion que le problème fondamentalement est politique, que la vraie solution ne sera que politique. Mais nous, que pouvons-nous faire? Et c'est là que, en fait, la question du politique, c'est en fait porter la responsabilité de la gestion de la société. Et en ce sens, je pense que le travail des écoles catholiques est fondamentalement politique, puisque l'éducation, pour nous, c'est avant tout un projet pour la jeunesse, pour la société. Et dans ce cadre-là, je me permets de rappeler que la question avait été déjà soulevée par Monseigneur Gollnisch lors du colloque Francophonie 2018 qui s'était déroulé au Liban. Il avait dit que nous avons besoin d'une vision de société, pas simplement d'une gestion dans le court terme, les 2-3 années qui viennent, mais il avait posé la question, quelle est notre vision pour les pays, pour les peuples du Proche-Orient, pour les 10, 20, 30 ans qui viennent? Et donc là, je conclurai sur cette réflexion que si la question, elle se résume à une classe politique corrompue qui divise la société pour mieux régner, l'examen de conscience est pertinent, parce que cette classe politique, elle est dans sa grande majorité issue de nos écoles. Mais la corruption n'est pas l'agissement de quelques personnes au pouvoir. Ces chefs politiques corrompus, comment ont-ils agi? En jouant la carte de la peur des divisions sectaires d'une part, en distribuant des bénéfices pillés par l'État, par des canaux clientélistes d'autre part, au lieu d'assumer la responsabilité d'un État véritable. Donc leur pouvoir corrompu a bien été accepté par nous autres gouvernés. Pourtant, le projet de nos écoles n'est certainement pas des sociétés divisées. L'universel est le contraire du repli identitaire et défensif. La division est le contraire même du catholicisme. Alors la question qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure et pourquoi nous n'arrivons pas à éduquer des générations entièrement libres, réellement libérées par la parole du Christ, dont la foi réelle, qui est un choix personnel, ne se confond pas avec les peurs identitaires claniques, dont la foi réelle interdirait l'instrumentalisation de la religion. Des générations qui seraient témoins de la vérité, qui confrontent l'injustice et le mal, qui n'ont pas peur. Des générations qui sont capables de ne pas se soumettre ou d'accepter la corruption. Que pourrions-nous faire aujourd'hui dans nos projets éducatifs pour préserver la société de demain? Comment faire pour éduquer non seulement dans les paroles mais dans les actes des vrais citoyens, des vrais chrétiens acteurs dans leur société, qui n'ont pas peur de confronter ceux qui détiennent les rênes du pouvoir et qui pillent les biens de l'État et du peuple? Merci beaucoup, Nour, pour votre engagement, pour votre lucidité, pour votre intelligence et aussi pour l'ensemble de votre courage à pouvoir défendre si bien les écoles catholiques du Liban, mais à travers celles du Liban, celles du monde aussi. Le travail que vous faites à l'UNESCO est très précieux. Merci beaucoup, Nour. Merci. Je remercie tous les participants. Nous allons passer à la deuxième étape de ce webinaire qui va durer 20 minutes. Nous avons déjà un certain nombre de questions. Vous pouvez poser vos questions ou éventuellement faire quelques remarques à travers les outils qui vous sont proposés sur Teams. Il y a déjà quelques questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Il y a une personne qui nous demande, et c'est en rapport avec ce que Monseigneur Zani a pu dire tout à l'heure en ouvrant ce webinaire, ce qu'est un humanisme solidaire. Alors en fait, l'expression humanisme, je vais répondre moi-même à cette question. L'humanisme solidaire fait référence à une expression qui a été employée récemment par la Congrégation pour l'éducation catholique dans un document qui s'appelait « Éduquer à l'humanisme solidaire, construire une civilisation de l'amour » et qui donnait un certain nombre d'orientations autour de cette idée-là de l'humanisme solidaire. Il s'agit tout simplement de passer d'une dimension individuelle à une dimension communautaire, et d'exprimer à travers un discours anthropologique un certain nombre d'idées et d'actions qui montrent vraiment la solidarité entre les êtres humains dans un monde qui évidemment est traversé par de nombreuses crises. Nous venons d'en avoir une illustration forte avec la question du Liban. Donc, dans cette proposition d'humanisme solidaire, évidemment, il y a la question de humaniser l'éducation. Je crois que ce que Nour vient de nous dire va vraiment dans ce sens-là.
Il y a aussi la question de la culture du dialogue qui est si importante au Liban et quand on connaît cette société libanaise, la manière dont elle existe, sa constitution, on ne doit pas oublier non plus que c'est un pays qui a vécu 30 années de guerre et qui sait ce que c'est justement que la fracture et la culture du dialogue aujourd'hui est tellement importante dans ce pays, mais aussi dans le monde entier. Donc la culture du dialogue est un élément fort de cet humanisme solidaire. L'idée aussi de globaliser l'espérance et de ne pas faire de l'espérance simplement un mot vide, mais de pouvoir éduquer les élèves qui viennent dans nos écoles à des concepts de développement et de progrès qui portent eux-mêmes l'espérance du salut, hein, puisque dans un monde globalisé, la question est celle de comment peut se propager le message du salut en Jésus-Christ. Et donc, il faut que les écoles catholiques, à travers ce concept d'humanisme solidaire, reprennent cette idée de globaliser l'espérance, hein, c'est-à-dire de donner vraiment au monde une espérance à travers le message du salut. C'est une mission spécifique de l'éducation à l'humanisme solidaire. Enfin, il y a un autre aspect de l'humanisme solidaire qui est une éducation inclusive. Et là aussi, connaissant un tout petit peu la manière dont les écoles catholiques au Liban fonctionnent, on sait combien l'inclusion est importante. On a tous en tête, par exemple, le fait que ce pays, le Liban, a accueilli dans les années qui viennent de se passer près de 2 millions de personnes en provenance de Syrie, des réfugiés, etc. Et que là aussi, il a fallu à un moment donné pouvoir faire une place dans les écoles aux enfants qui venaient de ces populations réfugiées. Et l'inclusion est vraiment le fait de permettre à chaque citoyen, quel qu'il soit, de se sentir impliqué dans la construction, mais aussi de pouvoir trouver sa place dans l'éducation. Et pour que l'inclusion soit véritable, il faut établir un vrai rapport de solidarité avec les générations précédentes. Et je crois qu'au Liban, quand on parle de la solidarité avec les générations précédentes, on touche dans le mille. Et enfin, et c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là présents aujourd'hui dans ce webinaire, c'est la mise en place de ces réseaux de coopération. Il n'y a pas d'humanisme solidaire sans la mise en place de réseaux de coopération. Établir des réseaux de coopération dans le domaine éducatif, scolaire, universitaire, c'est-à-dire déclencher des dynamiques inclusives qui sont constamment en quête de nouvelles possibilités d'insérer dans le circuit d'enseignement et d'apprentissage des personnes différentes, notamment celles qui ont du mal à jouir de l'éducation. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble des écoles catholiques du Liban qui doit bénéficier de cette idée-là de coopération et qui doit se trouver intégrée dans des rapports, dans des réseaux de coopération, les uns ou les autres aujourd'hui, et aussi certains qui sont présents sur le webinaire mais qui n'ont pas pu prendre la parole, sont énormément impliqués aujourd'hui dans le développement de ces réseaux de coopération et je les remercie. Voilà, je voulais simplement donner ces différents éléments d'information concernant l'humanisme solidaire parce que la question est très intéressante. Elle donne à la question du Liban un sens très particulier au regard de ces orientations qui sont données par la congrégation. Et je suis très heureux que Monseigneur Zani, effectivement, ait pu introduire ce séminaire et rappeler, au-delà de la situation du Liban, ce que pour l'Église représente vraiment une éducation fondée dans l'humanisme solidaire. Voilà. Alors, il y a aussi un certain nombre d'autres questions. Je vais peut-être poser la question maintenant au Père Hazard. Une personne demande si la langue française est présente dans toutes les écoles catholiques au Liban. Donc, la langue française est présente dans toutes nos écoles catholiques. Et c'est pour cela, nous, en défendant les écoles catholiques, nous défendons aussi la francophonie dans tout le monde, et même l'anglophonie. Merci pour la réponse. La langue française est d'ailleurs une langue officielle du Liban, non? Non, c'est la langue arabe, mais c'est la deuxième langue officielle du Liban, au Liban, pardon. Et le Liban est très, très engagé dans ce qu'on appelle la francophonie.
Oui, certainement, c'est un pays francophone. Peut-être que Louis-Marie Piron peut dire 2 mots à ce sujet, puisqu'il connaît bien aussi la situation des écoles francophones du Liban. Oui, je peux ajouter que le Liban scolarise 15% des écoles francophones dans le monde. Le réseau des écoles françaises dans le monde, les fameux lycées français à l'étranger, c'est un des plus gros, voire le plus gros réseau d'écoles à l'étranger. Et il y en a 522 ou 523 dans le monde. Il y en a une cinquantaine au Liban. Il y a 15% des effectifs de ces enseignements francophones qui est au Liban. Et sur ces 50, il y en a, ça dépend comment on compte, il y en a 24 ou 28 qui sont des écoles chrétiennes. Et effectivement, c'est le réseau le plus important au Liban, présent au Liban. Et ça, c'est le fruit de l'histoire. Hein. Et l'AEFE, l'agence qui s'occupe des établissements français à l'étranger, tient particulièrement à cette présence au Liban et essaye de développer des relations le plus étroit possible avec le Liban et les établissements, même si tout n'est toujours pas rose, on le sait. N'empêche qu'il y a une vraie volonté pour la France d'être présente au Liban. Merci beaucoup. Je vois une question qui s'adresse à Mère Marie-Antoinette. Ma mère, vous avez dit que dans vos propos que le Liban était un laboratoire du vivre ensemble et que ce laboratoire du vivre ensemble était menacé avec son pluralisme éducatif. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être un tout petit peu préciser ce que vous vouliez dire par là? C'est-à-dire, malheureusement, enfin, vous connaissez déjà la situation du Liban avec la fermeture des écoles, surtout dans les régions rurales, dans les régions frontalières rurales et sur les périphéries du Liban. Chaque fois qu'on ferme une école catholique, on est en train de favoriser le communautarisme et on est en train de favoriser l'intégrisme. Parce que l'école, là, dans ces régions-là, la petite école qui est là, elle groupe dans son sein des enfants de tous bords, surtout des musulmans, des druzes, des chrétiens. Et le fait que ces gens-là se côtoient, ces enfants-là se côtoient, se parlent, là, on est en train de favoriser un pluralisme, de favoriser la diversité. Donc, ces enfants-là qui se connaissent, qui se lient d'amitié. Et donc, automatiquement, il y a un certain humanisme qui se crée. Et comme l'école catholique est un lieu vraiment humaniste, au vrai sens du mot, là où on forme à la dignité, au respect, au dialogue, au savoir-vivre. Donc, toutes ces valeurs-là se communiquent de façon très naturelle. Donc, si on ferme une école, automatiquement, les gens, d'ailleurs, c'était notre cas dans le Akkar, l'extrême nord, on était sur le point de fermer une école. Alors, les gens, les professeurs avec les parents, ils ont dit, mais si jamais vous fermez cette école, vous êtes en train de créer une rupture. L'école est un rempart, l'école est un lieu de convivialité, d'ouverture. Vous êtes en train de créer une rupture entre les villages. Et donc ces enfants-là, même musulmans, ils vont aller dans une école intégriste à côté. Ils ne viennent plus dans cette école-là pour écouter un autre discours que ce qu'ils entendent chez eux à la maison. Vous voyez un peu? Donc, ce lieu-là, c'est un lieu pluraliste, un lieu humaniste, un lieu où de par leur présence à l'école, il y a un échange, les enfants se côtoient, se lient d'amitié, se connaissent mutuellement, et automatiquement, il y a une certaine c'est un peu la vocation du Liban. Il y a un brassage, si vous voulez, un brassage de culture. Donc, vous voyez, parce que dans leur maison, il y a un discours, à l'école, il y a un autre discours. Et les enfants, ils se forment naturellement à cette ouverture-là.
Est-ce que j'ai répondu? Ce que vous êtes en train de dire, ma mère, c'est que l'école catholique est une école ouverte et pluraliste et que c'est une école qui s'inscrit contre même ce qu'on pourrait appeler en France, par exemple, le communautarisme. C'est bien ça. Exactement, exactement, exactement. Alors, ma sœur, on a une autre question qui vous concerne. Vous avez eu une expression magnifique. Vous avez dit un caillou peut soutenir une cuve. Oui, oui, c'est un proverbe libanais. Alors, je ne connais pas ce proverbe dans la langue française, mais il est compréhensible. Mais que voulez-vous dire par rapport à ce proverbe? Quel est son sens par rapport à la situation des écoles catholiques aujourd'hui? C'est-à-dire, vous savez, vous connaissez déjà la situation. Nous sommes vraiment au fond du gouffre. Mais je me dis, chaque sou qui vient et qui aide, il soutient une famille. Je veux dire, il soutient une petite école. C'est ça. C'est-à-dire, si on veut regarder le problème dans sa globalité, il nous est impossible, il faut une injection de beaucoup d'argent pour sauver les écoles, vraiment. Mais on se dit, s'il y a une petite aide, comme un caillou, quoi, une petite aide peut sauver une famille ou une petite école ou un quartier, ou peut payer une scolarité, peut payer un professeur, peut payer le salaire d'un employé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire, ça va nous aider on peut pas plus. Sur le thème du caillou qui va soutenir la cuve. C'est un bon titre pour une nouvelle campagne de solidarité, ça. Le caillou soutient la cuve. Le caillou, voilà. C'est un proverbe libanais que j'ai traduit littéralement. Ouais. Voilà. Que par hasard connaît très bien d'ailleurs. Oui, voilà. Alors, le temps presse un petit peu. Il y avait une question pour le Père Hazard, cher Père Hazard. On demande les écoles semi-gratuites qui n'ont pas reçu la quote-part de l'État depuis 5 ans. Celles-ci ont des dettes énormes. On imagine ça. Comment ont-elles pu fonctionner jusque-là? Donc, est-ce que ce n'est pas celle qui risque le plus de disparaître? Certainement, ce sont les écoles qui sont en risque de disparaître. Parce que ça fait 5 ans que la famille religieuse ou le diocèse qui est en train de payer les scolarités des enseignants, d'un côté. De l'autre côté, toutes ces écoles, la majorité de ces écoles se trouvent dans la périphérie de Liban, dans les régions lointaines de la capitale. Donc, ça va créer beaucoup de problèmes, que ce soit problèmes démographiques ou de problèmes économiques ou problèmes de chômage aussi. C'est pour cela que je veux ajouter quelque chose à ce que Sœur Marie-Antoinette vient de dire. La présence de nos écoles catholiques sont à majorité dans des régions mixtes, c'est-à-dire musulmans et chrétiens. Et il y a des écoles qui sont dans des régions purement musulmanes. C'est pour cela, vraiment, nous, si on perd notre présence dans ces régions et la présence des écoles semi-gratuites, donc nous perdons une mission et nous perdons l'identité du Liban. Et voilà. Je voulais juste ajouter une petite chose à ce que le Père Hazard vient de dire. Ça fait 5 ans que nous puisons dans les fonds des congrégations et des diocèses. 5 ans. Et on arrive à un moment où c'est fini, les fonds sont épuisés. C'est pour ça qu'on a des bâtiments, on a des écoles comme vous les connaissez, Monsieur Richard, vous êtes venu au Liban, Monsieur Piron aussi. Donc vous connaissez que nous avons un patrimoine, nous avons du patrimoine. Mais ce que nous n'avons plus, c'est la liquidité. Parce que justement, ça fait 5 ans que nous sommes en train de puiser dans les fonds pour justement suppléer à la déficience d'un État qui n'honore pas sa parole. C'est très important ce que vous nous dites là. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé des petits cailloux et on a un de nos amis qui suit le webinaire
et qui peut-être a déjà une idée derrière la tête à propos des petits cailloux. Il nous demande quel est le montant de la scolarité d'un enfant dans une petite école. Qui est-ce qui peut répondre? Ma sœur, peut-être vous? Cette année, pour l'année 2019, c'est autour de 3 000 à 4 000, entre 3 millions et 4 millions de livres libanaises. C'est-à-dire en dollars. En dollars, le père Hazard pourra faire l'échange. Ça change tous les jours actuellement, mais en gros. Ça change justement, ça change. Oui. Père, est-ce que vous avez un chiffre à donner pour le prix du petit caillou? Presque 1 500 $. Pour une scolarité pour un an pour un enfant? Oui. D'accord. Donc, en semi-gratuite? Oui. D'accord. Oui, oui. On retient ce chiffre-là. Alors, j'ai une question, mais qui mériterait, je vais la poser peut-être à Nour, mais c'est une question qui mériterait beaucoup de réponses, de temps de réponse, et on n'a pas beaucoup de temps, donc je pose quand même la question. On n'est pas obligé d'y répondre de manière exhaustive, mais pourquoi je la pose à Nour? Parce que la question, le fait de poser la question à Nour donne peut-être déjà un sens à la question, hein. Est-ce qu'une nouvelle génération de responsables, et on va dire de responsables politiques, est-ce qu'une nouvelle génération, on va dire, est en train d'émerger au Liban? Est-ce que du coup, il y a derrière ça de cette émergence d'une nouvelle génération, et on va dire de responsables politiques au sens large, est-ce qu'il y a un espoir? Nour, est-ce que vous voulez nous dire 2 mots par rapport à ça? Oui, je peux dire que le problème au Liban, c'est que quand on parle de nouvelles à ces chefs-là, c'est eux qui décident et en général, on ne parle pas de ces choses-là, on ne se sent pas responsable de la société. Je pense que oui, bien sûr, il y a une émergence de partis politiques alternatifs qui redonnent aux termes de politique sa noblesse, qui est la possibilité de sauver la société, vraiment d'affronter, de faire des choix réels basés sur la vraie société, pas sur des sociétés, des communautés imaginées, mais vraiment les besoins, les droits des citoyens. Mais je pense, donc bien sûr qu'il y a ce sens-là, mais je pense aussi, pour être réaliste et connaissant le réel, que la crise qui pèse sur le Liban, ma soeur l'a déjà évoqué, on risque d'avoir une émigration massive. Et là, donc, si on n'arrive pas aujourd'hui à fondamentalement envisager un nouveau Liban qui s'effondre, parce que le modèle qu'on a vu, on le voit dans le système éducatif, n'est pas soutenable, ça ne peut plus tenir. Si on n'a pas une nouvelle image de la société, un nouveau projet pour la société libanaise qui concrétise réellement le vivre ensemble, qui le traduit réellement, qui ne le traduit pas dans des replis, là, le problème économiquement, c'est que donc, avec cette émigration-là, qui va rester dans le pays? Resteront ceux qui ne peuvent pas changer parce que le poids de la situation est tellement pesant sur eux. Et ce qui fait que aussi les chefs communautaires et ceux qui ont beaucoup d'argent, donc notamment aujourd'hui dans les banques, vont en fait dessiner un pays beaucoup plus sombre que ce qu'on connaît déjà. Donc, c'est pour cela que, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, mais aussi le temps presse. Merci beaucoup, Nour. Le temps presse, c'est ce qu'on va retenir de l'ensemble de ce séminaire, hein, peut-être en espérant que le temps n'est pas déjà passé, mais en tout cas, le temps presse, hein. Alors, je vais juste terminer en évoquant quelques merci. D'abord, remercier tous les intervenants parce que je crois que chacun a mis beaucoup de force et de conviction et aussi de foi pour parler du Liban, de ce cher Liban que nous aimons tant, mais aussi des écoles catholiques au Liban, puisque c'est quand même le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais un participant nous dit la chose suivante, et j'aime bien ça. Bon, il remercie les intervenants, mais il explique qu'en aidant l'école catholique, on n'aide pas seulement les catholiques, mais on aide aussi une certaine idée du Liban, cette idée du Liban que nous aimons tant. Et il y a 24% apparemment je pense que le père Boutros pourrait confirmer ce chiffre, 24% d'élèves non chrétiens, c'est-à-dire un quart de la population des écoles qui viennent dans les écoles catholiques et qui ne sont pas catholiques. On revient à ce que nous disait Mère Marie-Antoinette tout à l'heure. Donc c'est ce Liban que nous aimons, et en défendant les écoles catholiques,
on défend aussi ce Liban pluriel que nous aimons tant. Il y a aussi un autre remerciement que je vois apparaître, celui d'un ancien collègue, directeur diocésain de France, Nanterre, qui rappelle que le diocèse de Nanterre est engagé lui aussi, et qui dit « N'hésitez pas à revenir encore plus vers nous ». Je transfère ce message. Savoir demander aussi la clé de la solidarité. Alors, bien sûr, n'ayez pas peur de demander, n'ayez pas peur de demander, parce que peut-être aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander. Et au passage, bravo pour l'intelligence et la pétillance de Nour. Alors je lui renvoie ce remerciement, parce que je crois que nous sommes nous-mêmes à l'OIEC très heureux de pouvoir compter sur toutes les qualités de Nour pour défendre les idées de l'Office international auprès de l'UNESCO. Voilà, je vais remercier tous les participants, ceux qui sont encore ici, ceux qui sont déjà partis, ceux qu'on a entendus mais qu'on n'a pas vus. Je pense aussi à Maître Adi Rached. Je voudrais aussi terminer en remerciant bien entendu Michael et toute son équipe et l'équipe du secrétariat qui a participé à la communication de ce séminaire. Eux aussi nous sont très précieux. Et puis, simplement terminer en gardant une parole d'espoir, peut-être plus que et pas seulement d'espoir, plutôt d'espérance pour ce Liban. Et on va ajouter notre pierre. Je connais tout le travail que beaucoup font, ceux qui sont en train de nous écouter. Voilà, nous avons enregistré ce séminaire. Il a été suivi d'Australie, il a été suivi bien sûr du Moyen-Orient, il a été suivi depuis l'Afrique, il a été suivi en Europe. Et nous avons aussi reçu un message du Comité européen de l'enseignement catholique qui a indiqué toute sa sympathie et sa solidarité avec le Liban. Donc, bravo à tous pour le travail que vous faites. Merci. Et on continue d'aider ce cher Liban. Et on ne va pas baisser les bras maintenant puisque, comme on l'a dit, le temps presse. Merci à chacun. Et bonne fin de journée. Choukran. Merci beaucoup.